Bonjour tout le monde. Olivier, Jean-François, Sarah, Louis-Philippe, Vincent, Marjolaine. Bonjour. On va attendre quelques minutes avant de commencer, vu que il y en a sûrement plusieurs qui étaient en réunion jusqu'à midi, qui vont se joindre à nous le temps d'aller se chercher un lunch. On va commencer à E5. Bonjour tout le monde, très content de vous revoir. OK, midi 5. On va commencer, puis de toute façon, il y a tout le temps la petite poutine du début là, qui va nous permettre de commencer, c'est ça, dans 2-3 minutes. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire. Je m'appelle Véronique Allard, je suis chercheuse chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville et je suis également responsable du projet Repenser l'habitation pour la relève agricole, projet dans le cadre duquel s'inscrit le présent webinaire. Donc, ce projet-là a pour objectif d'accompagner 3 territoires du Québec dans la co-création, le prototypage puis l'expérimentation de solutions de logement abordables destinées à la relève agricole. Un projet que le CISA réalise en collaboration avec Habitation Canopée. Je salue mon collègue Jean-François et mon autre collègue Vincent, ainsi que Catherine, qui est aussi sur l'équipe projet. Bon, c'est un projet que le CISA se réalise en collaboration avec Habitation Canopée, mais qui est financé aussi par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Salutations également à nos partenaires de nos 3 territoires là, qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je tiens à réitérer que le webinaire a été pensé pour vous. Là, on l'organise pour vous inspirer, vous donner des idées sur ce qui est possible de faire à l'échelle de vos territoires. On a pour objectif de faciliter le transfert de connaissances. C'est une des missions, finalement, du CISA en tant que Centre collégial de transfert des technologies. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a vraiment pour objectif de faciliter la circulation de l'information sur des initiatives inspirantes en matière de logement abordable, puis non seulement pour nos 3 territoires partenaires, mais aussi pour d'autres acteurs ailleurs au Québec là,
qui se sentent concernés par la question puis qui sont mobilisés à l'échelle de leur propre territoire. Donc, la semaine dernière, on avait le cas du quartier artisan à Lac-Mégantic qui nous a été présenté. Cette semaine, aujourd'hui, c'est les fiducies foncières communautaires qui vous seront présentées. Là, on a la chance d'avoir Samuel Gervais qui est parmi nous aujourd'hui, co-directeur général et cofondateur de l'organisme Territoire solidaire. Territoire solidaire, c'est un OBNL qui a pour mission de soutenir la création et la croissance de fiducies foncières communautaires à travers le Québec. Donc, on a vraiment une personne de choix pour venir nous parler de ce concept-là. Samuel a également contribué à la co-création du documentaire Le Dernier Flip, Démarchandiser l'immobilier, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur tout.tv. Ceux qui ne l'ont pas visionné, je vous conseille fortement. C'est vraiment super intéressant et je dirais même porteur d'espoir dans un contexte actuel où est-ce qu'on sait qu'il y a plusieurs freins à la création de logements abordables, mais vraiment super intéressant. Donc, avant de laisser la parole à Samuel, je voulais juste en profiter là, pour mentionner quelques petites considérations techniques en lien avec le webinaire. Donc, d'abord, veuillez noter que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré pour permettre à d'autres personnes qui ne seraient pas en mesure d'assister aujourd'hui de pouvoir le regarder asynchrone. La présentation de Samuel devrait durer environ une vingtaine de minutes, puis la majeure partie sera accordée finalement à la période de questions. Vous pourrez, c'est ça, on vous invite à garder vos questions pour la fin. Vous pouvez soit les noter dans le chat si jamais vous jugez que si vous avez peur de les oublier, mais vous pourrez aussi lever la main le moment venu pour vous adresser directement à Samuel. Donc, voilà, si vous voulez, je sais que certains d'entre vous doivent manger. Fait que j'imagine que vous ne voulez pas qu'on vous voit manger à la caméra, mais des fois, ça peut juste être le fun de savoir qu'il y a des humains derrière la caméra pour nos présentateurs. Donc, voilà, je laisse, merci Marjolaine. Je laisse la parole à Samuel. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation. Je vais partager ma présentation juste un instant. Vous me direz quand est-ce que vous la voyez. Ça marche. OK. En fait, je vais passer à travers différentes slides. C'est un document de présentation qu'on utilise chez Territoire solidaire pour on fait circuler. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait pour des webinaires, mais bon, vous allez retrouver de l'information que je vais partager avec vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tout lire ce qui est à l'écran. Je vais sauter certaines diapositives parce que sinon, je ferai une présentation peut-être d'une heure et plus. Je pensais utile de condenser le contenu 20 minutes, comme disait Véronique, puis après ça, de se donner plus de temps là, pour les questions-réponses. Donc, je vais commencer. Bon, Véronique m'a déjà présenté la mission de l'OBN. En fait, on a des sous-missions, mais la mission plus large, c'est de soutenir l'émergence et le succès de projets en immobilier solidaire. Puis effectivement, pour l'instant, ce qui nous occupe le plus, c'est vraiment deux services. Un service de création de fiducies foncières communautaires. Donc, on est embauché par différents territoires, régions, puis on travaille avec les parties prenantes pour mettre sur pied une fiducie avec toute sa gouvernance. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis ensuite, on embarque en se faisant donner un mandat de gestion des fiducies foncières communautaires. Donc, ça, c'est nos deux services qui nous occupent beaucoup ces temps-ci. Dans notre mission, je vous ai dit, je vous parle d'immobilier solidaire. Donc, je voulais juste vous donner un petit peu de quoi on parle quand on parle d'immobilier solidaire. Bien, un projet d'immobilier solidaire vise à créer des milieux de vie sains, inclusifs et dynamiques. Pour nous, c'est très important de travailler à l'échelle du milieu de vie. Dans nos fiducies foncières communautaires, vous allez le découvrir, là, on peut y inclure un paquet d'espaces, des espaces résidentiels, commerciaux, communautaires, agricoles, naturels, vraiment pour que finalement, entre citoyens, on puisse reprendre un certain pouvoir sur comment nos territoires se développent. Je vais sauter ces diapos-là. Donc, plonger directement dans le sujet qui vous intéresse, les fiducies foncières communautaires. Je vais partager la présentation après ce webinaire-ci. Vous pourrez aller lire, puis notamment voir cette vidéo-là, qui est une vidéo de la fiducie foncière communautaire de Bruxelles en Europe,
qui est animé, qui décrit bien l'approche et le modèle. Mais grosso modo, c'est quoi une fiducie foncière communautaire? C'est un modèle d'immobilier solidaire qui a fait ses preuves depuis des décennies en Amérique du Nord, puis aussi en Europe, puis un peu partout à travers le monde, incluant au Canada. Pas encore très connu au Québec, mais ça s'en vient. Son but, ça consiste à acquérir des terrains puis des immeubles, puis à les détenir à perpétuité pour un usage au service de la communauté. Donc, on se concentre sur les besoins prioritaires, les réalités des communautés. Puis, il y a vraiment un accent mis sur les ménages à revenus faibles et modestes. Ceci étant dit, on veut vraiment cultiver toute une mixité dans les milieux de vie, même les bâtiments aussi, donc des gens de différents horizons, mais une priorité pour les ménages à revenus faibles et modestes, c'est là aussi où il y a le plus de financement public qui est accessible. C'est un outil qui est très robuste, qui est durable. Comme j'ai dit, ça a été vraiment démontré ailleurs dans le monde. On a une vision très long terme, notamment, principalement pour la protection de l'abordabilité. On parle de perpétuité. Les usages, bon, je l'ai dit, ça peut être varié. La mission de la fiducie, elle est immuable. Un peu plus tard, je vais vous parler de la fiducie d'utilité sociale. Il peut y avoir une confusion peut-être entre le modèle des fiducies foncières communautaires et la structure juridique de la fiducie d'utilité sociale. Je vais essayer de clarifier ça, puis qu'il y ait moins de flou autour de ça. Ça va venir plus tard dans la présentation. Mais donc, c'est important de dire qu'il y a une mission qui est immuable, puis qu'il n'y a aucune procédure juridique ou de gouvernance qui peut la modifier, cette mission-là, au Québec. Les actifs d'une fiducie foncière communautaire, je vais dire FFC, ne peuvent pas être revendus, à moins de vraiment de grandes exceptions, si jamais on considère que, mettons, une propriété, c'était un mauvais investissement parce qu'il y a un haut taux de contamination, ça peut être approuvé par le conseil de revendre, mais c'est très, très rare. Notre but, c'est vraiment de protéger le parc à perpétuité puis de le faire grandir le plus possible. Le modèle, d'où c'est venu des États-Unis. C'est ce qui est appelé des Community Land Trusts aux États-Unis. Ça a démarré, c'est né au sein de la lutte pour les droits civiques chez les communautés noires aux États-Unis dans les années 50, 60, même un peu plus tôt dans le sud des États-Unis. Ça a permis à ces communautés-là d'avoir accès à la terre, mais aussi ensuite au logement, puis de créer des milieux de vie sains puis accessibles. Dans les années 80, Bernie Sanders, qui est maintenant sénateur américain, était à cette époque-là maire de Burlington, dans le Vermont, puis a contribué à la création de la plus grosse fiducie foncière communautaire au monde, qui s'appelle le Champlain Housing Trust. 40 ans plus tard, c'est 3500 logements, à peu près 60 en location, puis le reste en accès à la propriété. Donc, c'est vraiment un précurseur puis un leader dans la grande famille des fiducies foncières communautaires. Il n'y a pas seulement, en fait, je dois dire, des logements, mais aussi des espaces communautaires dans la fiducie du Champlain Housing Trust. Souvent, les gens vont me poser la question, pourquoi on amènerait ce modèle des fiducies foncières communautaires alors qu'au Québec, on a déjà un mouvement coopératif très fort. Il y a aussi des organisations sans but lucratif d'habitation, des logements sociaux. L'idée, ce n'est pas d'amener quelque chose puis de construire en parallèle, en silo, puis que ça ne se parle pas. Au contraire, c'est de bâtir sur les acquis qu'on a au Québec, donc entre autres le mouvement coopératif, tout le parc immobilier de logement social qu'on a, puis d'imbriquer ces solutions-là pour vraiment faire face plus proactivement à la crise du logement. Peut-être pour faire une distinction entre comment fonctionnent les coopératives d'habitation très souvent, puis les fiducies foncières communautaires. Une coop d'habitation, c'est formé par des citoyens, par des membres. C'est les membres qui sont propriétaires ensemble d'un bâtiment. Puis la gouvernance, le conseil d'administration, si on peut dire, ou le conseil des membres de la fiducie, leur mission, eux, c'est de faire respecter, en fait, de maintenir le bâtiment, de s'offrir des loyers adéquats, des logements adéquats et abordables. Donc, la gouvernance, on peut dire, elle est vraiment à l'échelle du bâtiment. Il y a quelques coopératives à travers le Québec qui font des acquisitions, des nouveaux développements, mais c'est plutôt rare. Donc, on peut parler d'une gouvernance à l'échelle d'un bâtiment, alors que quand on va vers le modèle des fiducies foncières communautaires, on va vraiment générer une gouvernance, une gestion qui est collective, avec vraiment une pluralité de parties prenantes qui sont impliquées dans cette gestion, dans la vision de cette fiducie-là.
les membres, le conseil de fiduciaire au sein d'une fiducie, bien, il est redevable à sa mission. Donc, c'est comme des gardiens de la mission. Puis, on répond vraiment en priorité aux besoins d'une communauté dans son ensemble. J'arrive au sujet des fiducies d'utilité sociale. Nous, ce qui nous intéresse à Territoire solidaire, c'est on est vraiment passionné du modèle des fiducies foncières communautaires parce que ça a démontré beaucoup d'impact à travers le monde, comme je le disais. Ça existe depuis plus de 40 ans. Donc, on voulait s'inscrire dans cette grande famille-là, dans ce mouvement-là qui se répand partout. Puis au Québec, quand on veut reproduire ce modèle-là immobilier, cette approche immobilière, on peut le faire dans différents véhicules juridiques. On pourrait le faire au sein d'un OBNL, un organisme à but non lucratif, d'une coop ou d'une fiducie d'utilité sociale. La fiducie de la FUS, en fait, c'est un véhicule qui est très peu connu au Québec. En fait, vous êtes dans le milieu agricole, fait que vous avez entendu parler des fiducies d'utilité sociale agricoles, les FUSA, mais c'est peu utilisé dans d'autres secteurs. Ce l'est un peu en conservation de la nature. On commence à arriver dans le secteur du résidentiel, du commercial, mais surtout agricole et conservation naturelle. Nous, à Territoire solidaire, on a fait le choix d'y aller avec la fiducie d'utilité sociale pour reproduire le modèle des fiducies foncières communautaires. Pourquoi? Parce qu'on considère que ça nous donne un degré de plus, un cadenas de plus pour protéger l'abordabilité à perpétuité. Un OBNL, une coop, quand il détient un bâtiment, ben, pourrait, en cours de chemin, changer de mission, changer ses activités, décider de revendre un actif immobilier, un bâtiment. Récemment, la bonne nouvelle, c'est que dans les dernières années, le gouvernement a décidé de rendre ça plus difficile. Il y a eu des histoires un peu tristes d'OBNL qui a revendu son bâtiment. Puis bon, on veut éviter ça. Donc maintenant, il faut remonter au ministère de l'Habitation pour revendre les actifs d'un OBNL ou d'une coop d'habitation. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais c'est quand même possible. Donc, nous, on s'est dit, la FUS, c'est un véhicule intéressant. Le chemin n'est pas très défriché. Pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, nous, on s'est dit, on va se lancer dans cette aventure-là. Il y a vraiment des belles preuves là, que ce modèle-là est solide, notamment en agricole, comme je l'ai dit. Faisons-le, ouvrons ce chemin-là pour le résidentiel aussi. Donc, ce que c'est une FUS? Bien, parmi ses forces, ce sont des biens immobiliers qui n'appartiennent à personne. Une personne physique ou morale ne pourrait pas contester les conditions, par exemple, de revente, ou les conditions de l'évolution du loyer en s'appuyant sur le principe économique de la libre circulation des biens. Je sais qu'on vit dans une société là, où le droit de propriété, c'est sacro-saint. On ne peut pas y toucher, on ne veut pas plafonner l'appréciation de la valeur d'une maison, d'un bâtiment. Mais la FUS, elle permet d'aller vraiment jouer là-dedans et d'activer des leviers antispéculatifs. Donc, le droit des fiduciaires, les gens qui sont sur le conseil de cette fiducie-là, se limite à la gestion du patrimoine, donc qu'est-ce qu'on met dans la fiducie, en respect de l'acte de constitution. Dans l'acte de la fiducie, on va y mettre une mission, comme dans les FUSA, bon, agriculture écologique notamment. Dans notre cas, ça va être accès à des espaces immobiliers, comme je disais, c'est multiples usages, mais accès abordable, puis accès à des espaces qui sont adéquats, qui répondent aux besoins des communautés. Le véhicule juridique, il est perpétuel parce que, on dit que sa durée du véhicule correspond à la vie du bien. Puisqu'on parle de terrain, on parle de perpétuité. Puis la mission, je l'ai dit un peu plus tôt, elle est immuable. Il y a juste un tribunal qui peut changer l'affectation ou autrement dit la mission de la FUS. Et avant de changer la mission de la FUS, un tribunal, en fait, son devoir, c'est de voir s'il n'y aurait pas une autre organisation ou idéalement une autre FUS qui pourrait reprendre les activités ou les propriétés pour perpétuer la mission. Le seul cas où ça pourrait arriver, c'est que on les appelle les bénéficiaires, c'est les gens qui bénéficient de cette mission-là, donc tous les citoyens sur un territoire. Pourrait dire, bon, cette fiducie-là ne respecte pas sa mission, on va aller parler au tribunal pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait des ajustements ou même prenez ces actifs immobiliers-là puis confiez-les à une autre fiducie parce que la mission n'est pas respectée. Donc, on voit que la mission, elle est vraiment sacro-sainte, puis on ne peut pas y toucher. Puis, donc, quand on met des espaces, que ce soit résidentiels ou autres ou agricoles, dans ces fiducies-là,
La mission va toujours être respectée. Puis, si le gestionnaire ne fait pas son boulot, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir prendre le relais et faire les choses comme il faut. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si c'est une Et question. moi, Oui. oui, ben, je sais que c'est ce que tu t'expliques depuis 5 minutes, mais je comprends pas le lien entre les FFC puis les FUS. C'est genre, les FUS, c'est comme, ouais, c'est, non, Ben, je vais essayer Google. de le dire, de le redire, puis tu me dis si ça c'est plus clair. Euh, la fiducie foncière communautaire, c'est vraiment un modèle. Comment on fait de l'immobilier de manière solidaire. L'idée de rendre ça accessible à différentes populations, c'est vraiment une approche. C'est pas un véhicule juridique ou une structure juridique. OK. En fait, aux États-Unis, c'est bizarre parce qu'ils ont décidé d'appeler ça Community Land Trust, fiducie foncière communautaire, mais d'un point de vue juridique, ce n'est même pas une fiducie. C'est pas un trust. C'est un organisme à but non lucratif qui s'est donné le nom fiducie foncière communautaire, mettons, de Burlington. Ça crée de la OK. confusion, Oui. mais Ben, en tout cas, dans quand ma on... tête, oui. Oui, non, je comprends. T'es pas la seule à poser cette question-là. Donc, quand on veut reproduire toute cette approche-là immobilière au Québec, il faut regarder dans quelle structure juridique on veut faire ça. Soit un Je OBNL comme aux comprends. États-Unis, une coop ou une fiducie d'utilité sociale. Fait que la FUS, pour nous, c'est pas une fin en soi, c'est juste un véhicule pour reproduire les particularités de cette approche-là de développement immobilier puis de travail en communauté. Est-ce que c'est plus clair? Oui, OK, super. Beaucoup. Merci. Si c'est des choses qui accrochent comme ça, je sais qu'on a dit qu'on gardait les questions pour la fin, là, mais s'il y a vraiment, je vous ai complètement perdu, n'hésitez pas à lever la main. Puis, je ne vois pas nécessairement tous les gens sur la fenêtre parce que j'essaie de la garder tout petite pour avoir ma présentation la plus grande possible pour vous, là. C'est les joies de Teams. Donc, ce qui est important dans notre approche avec les FFC chez Territoire solidaire, c'est vraiment l'échelle territoriale. Aux États-Unis, on peut voir des fiducies foncières communautaires qui sont à l'échelle juste d'un bâtiment comme une coop ici au Québec. Mais justement, nous, on veut y aller avec une approche territoriale pour solidariser un paquet d'acteurs différents autour de la crise du logement ou de l'accessibilité aux terres agricoles, entre autres. On met de l'avant que le logement, c'est un droit humain. Il ne faut pas spéculer là-dessus. Je sais qu'on est loin de s'éloigner de cette habitude-là. On contribue tous d'une manière ou d'une autre à faire monter les prix. Mais idéalement, il faudrait retourner à cette idée-là que c'est un droit premier. Puis même chose pour les terres agricoles. On ne devrait pas spéculer avec ça. C'est la sécurité alimentaire qui est en jeu. Donc, c'est dans une perspective de solidarité qu'on choisit vraiment l'échelle territoriale. L'idée, c'est vraiment de laisser aucune municipalité, aucun quartier derrière. Souvent, dans une région, on voit la dynamique où c'est la ville la plus grande dans le coin qui va récolter beaucoup de fonds, puis ça percole rarement vers les villages, les plus petites municipalités. Donc, là, on veut vraiment freiner ou briser cette dynamique-là. On va vraiment être amené avec des acteurs de différents territoires à regarder c'est quoi la bonne échelle. On ne veut pas une fiducie qui est trop petite parce que c'est dur de pérenniser financièrement cette structure-là quand elle est trop petite. On va courir après des fonds, on va compétitionner entre territoires limitrophes pour des fonds, puis ça crée une dynamique qui est un peu malsaine. Et on l'observe aux États-Unis, il y a une multiplication de petites fiducies, des petits territoires, puis en bout de ligne, ce n'est pas constructif, ce n'est pas gagnant pour personne. On ne veut pas donc trop petit, mais on ne veut pas trop grand. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une identité et un sentiment d'appartenance à l'échelle d'une région. Par exemple, nous, la première fiducie foncière qu'on a créée, c'est à l'échelle de la MRC Brome-Missisquoi dans les cantons de l'Est. C'est à peu près 70 000 habitants. Il y a vraiment une identité forte à Brome-Missisquoi. Les réalités, les besoins ne sont pas les mêmes que, disons, si on allait complètement dans l'Est des cantons de l'Est vers le lac Mégantic. Donc, on a décidé de créer une FFC à l'échelle de Brome-Missisquoi. Si on va dans le coin de Sherbrooke, peut-être qu'on créera la FFC à l'échelle de la ville. C'est une ville de taille moyenne. Si on va à Montréal, peut-être qu'on fera l'Est de Montréal, l'Ouest de Montréal. Il faut trouver la bonne échelle, pas trop grand, parce que sinon, les gens ne s'identifient pas vraiment puis ne s'impliquent pas dans cette démarche-là. La bonne échelle, c'est important de le redire, ça permet aussi un rythme de développement immobilier. L'idée, c'est que cette fiducie-là a une portée croissante. On veut toujours
sortir du marché spéculatif un maximum de propriétés, que ce soit encore une fois du résidentiel, agricole, etc. Donc, chaque FFC dessert un territoire qui est exclusif. Donc, idéalement, notre vision, c'est qu'il y a une multiplication des FFC qui vont être côte à côte, là, limitrophes, et via notre OBNL, parce que nous, Territoire solidaire, on est un OBNL, ben, il va y avoir une mutualisation, une mise en commun d'outils, de ressources, de financement. Je vous expliquerai un peu plus tard là, quel rôle joue Territoire solidaire, notre OBNL, dans ce portrait-là. Pour l'instant, je continue à vous parler vraiment des fiducies foncières communautaires. Donc, ça dessert un territoire exclusif. Entre elles, les fiducies peuvent collaborer, mutualiser des ressources, comme je l'ai dit. Elles peuvent partager un service. Bon, là, en fait, je me contredis, mais je vous explique un peu c'est quoi l'interaction avec Territoire solidaire. Il y a un service de gestion là, qui est partagé entre les différentes fiducies via notre OBNL Territoire solidaire. Puis, ce que ça permet, cette approche-là de mutualisation, c'est vraiment de répliquer le plus rapidement possible les fiducies, de les installer un peu partout. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. On est approché par différents territoires. On va faire des annonces prochainement pour présenter des nouvelles fiducies. Donc, l'idée, c'est de ne pas être en silo puis de créer sa petite fiducie chacun de son côté, d'avoir à travailler avec des experts pour créer des gabarits juridiques, financiers, puis finalement, on paye tous pour les mêmes outils, chacun de son côté. Donc, il y a des économies d'échelle, d'efficacité à aller chercher en travaillant ensemble entre régions. Ça a l'air, il y a beaucoup de contenu là-dedans, mais je vais y aller rapidement. Un des piliers du modèle des FFC, c'est vraiment sa gouvernance qui est multipartite. Donc, c'est une gouvernance qui est démocratique. Les membres, il y a un forum de membres à la base, c'est vraiment le cœur du modèle. Et il y a un conseil fiduciaire. Les membres, il y a deux catégories. Il y a une catégorie des utilisateurs, donc les gens qui vont soit louer ou acheter des logements ou des terres agricoles via la fiducie. Puis il y a la communauté en général, donc des citoyens, des élus, des entreprises. Ces membres-là vont élire différents fiduciaires sur le conseil des fiduciaires. Donc, il y a vraiment une espèce j'ai juste le terme en anglais, check and balance, là, mais en tout cas, un regard, pas un regard, mais un pouvoir entre les mains des membres pour élire les fiduciaires. Ce sont les gens vraiment qui vont devenir les gardiens de la mission puis qui vont travailler de plus près avec le milieu pour savoir est-ce qu'on achète telle propriété, est-ce qu'on fait tel développement, est-ce qu'on protège telle terre agricole. Puis au sein du conseil fiduciaire, il y a différentes catégories de gens impliqués pour avoir vraiment une représentativité des acteurs du milieu, autant des acteurs publics, des entreprises, quelqu'un qu'on appelle un acteur régénération qui vraiment regarde cette génération dans le futur pour se projeter plus loin que juste à coup de 4 ans, plus le nouveau politique, le rythme politique. Donc, on a une gouvernance qui est démocratique. On a une gouvernance qui est représentative avec vraiment des panoplies d'acteurs du milieu. Puis, c'est très local parce que pour être membre, pour devenir fiduciaire, il faut soit travailler ou habiter sur le territoire. Donc, on parle vraiment du tissu social de ce territoire-là qui vient nourrir cette gouvernance-là, puis contribuer de différentes manières au développement de la fiducie. Puis, un des impacts positifs qu'on constate aux États-Unis avec ce modèle-là, c'est que ça a tendance à réduire le pas dans ma cour, c'est-à-dire à faciliter l'adhésion sociale. Il y a beaucoup de développement immobilier qui fait réagir les citoyens, des fois avec raison, mais des fois, on veut que rien bouge, puis il y a une espèce d'immobilisme qui fait que ça rend de plus en plus difficile de relever le défi de la crise du logement. Donc, ce modèle des FFC contribue à générer de l'acceptabilité sociale, puis à mobiliser toutes les parties prenantes d'une communauté. Je vais sauter quelques slides. Bien, donc, un petit mot sur justement Territoire solidaire, c'est quoi son rôle là-dedans? J'en ai parlé un petit peu plus tôt, là, mais Territoire solidaire, premièrement, c'est un OBNL, ce n'est pas une fiducie. Son mandat à lui, c'est d'accompagner les territoires à créer des fiducies, puis ensuite à gérer ces fiducies-là. Donc, c'est comme un chef d'orchestre qui va trouver les bons partenaires pour, par exemple, développer construire des bâtiments, ensuite gérer ces bâtiments-là, engager les bonnes ressources, les bons experts. Donc, on rassemble tous ces gens-là pour faire en sorte que les bâtiments
soit de plus grande qualité, durable. Du côté agricole, il va falloir évaluer ces terres-là, la valeur. Il va falloir regrouper les bons acteurs pour cultiver cette terre, entre autres. Donc, Territoire solidaire, son modèle d'affaires, c'est vraiment donc, de devenir le gestionnaire de différentes fiducies puis de mettre en commun un paquet de ressources. Nous, on est toujours en recherche et développement, en train de développer des nouveaux outils qui vont être super pertinents pour les différents territoires. Puis aussi de regarder c'est quoi les spécificités des différents territoires. Il y a peut-être des outils qui vont être vraiment juste essentiels pour certains territoires, mais on a une certaine force de frappe pour développer donc un paquet d'innovations qui vont servir ces différents territoires-là. D'un point de vue avec une lunette plus visuelle, là, vous pouvez voir une espèce de carrefour. Donc, le territoire est au centre avec une équipe là, qui va avoir différentes expertises en finance, en immobilier, en communication, en mobilisation. Puis après ça, vient donc en soutien à différents territoires. Je vous parlais donc, notre première fiducie, elle est à l'échelle de Bromissisquoi. On va avoir autant donc notre équipe centrale qui va venir en soutien avec le territoire, mais il va y avoir des employés qui sont de ces territoires-là, qui sont des experts en immobilier, en mobilisation, qui connaissent les besoins, mais qui sont là vraiment pour constamment sonder le terrain, travailler avec les gens du terrain pour mieux cibler les besoins puis activer les bons projets sur le terrain. Donc, ultimement, on va avoir plusieurs fiducies qui vont pouvoir partager des outils via le BNL. On vient d'avoir un contrat de la ville de Laval pour créer une fiducie foncière communautaire. Donc, ça va démarrer dans la prochaine année. Puis, on a aussi une autre MRC dans les cantons de l'Est, même Frémaga, qui, dans les prochains mois, on l'espère, on va démarrer avec eux la création d'une fiducie. Puis, on est en discussion avec d'autres territoires à travers la province. Donc, cette mise en commun-là est en train de voir le jour. Puis, on est bien content de ça. Donc, il y a eu tout un travail de vulgarisation, de sensibilisation qui a été fait auprès de surtout des acteurs publics, mais aussi des employeurs qui très souvent ont de la misère à attirer la main-d'œuvre, à retenir la main-d'œuvre. Il y a des enjeux au niveau du logement. Donc, on travaille avec ces gens-là aussi. Donc, je vous ai dit, c'est ça, la première fiducie, elle est à l'échelle de Bromissisquoi. On a déjà des premiers projets immobiliers qui sont soit à l'étude de faisabilité ou déjà en développement. Un premier projet de 23 unités dans la ville de Sutton, dans le centre du village. Puis, on est en train d'étudier un potentiel de 200 autres unités en accès à la propriété et puis en location. Mais il y a aussi des gens qui nous approchent depuis le documentaire auquel j'ai participé, le dernier flip. Des gens qui nous approchent en disant, moi, par exemple, j'ai une maison ou une terre agricole, ça, c'est des exemples vraiment réels, là, qui n'est pas utilisée. J'aimerais ça la transférer dans une fiducie foncière communautaire. Comment ça fonctionne? Il y en a qui sont prêtes même à laisser aller quand même une grande partie de la valeur marchande de ces propriétés-là. Ou on pourrait aussi considérer acheter la pleine valeur marchande, mais dans l'idée de créer une abordabilité à moyen long terme, c'est-à-dire qu'on va venir plafonner l'appréciation de ces propriétés-là. Ces propriétés ne vont pas suivre la spéculation, mais vont suivre l'inflation. Donc, de plus en plus, il va y avoir une abordabilité créée. Comment on démarre ça? Il n'y a vraiment aucun règlement qui doit être changé, aucune loi pour démarrer une fiducie foncière communautaire. Ça peut être fait, je le disais, au cœur de différentes structures juridiques. Nous, on a choisi la FUS. Mais quand les acteurs publics nous approchent, on les rassure, il n'y a pas de règlement municipal à changer pour avoir le droit de participer ou de contribuer à une fiducie foncière communautaire. Aucune autorisation nécessaire au niveau provincial ni fédéral. Puis, ce qui est bien là, pour démarrer un projet comme ça, c'est de partir d'une propriété concrète. Là. Nous, on a commencé ici à Sutton avec un terrain qui appartient à la ville, qui nous est cédé gratuitement, avec un certain nombre d'autres avantages financiers. Ça nous permet de partir avec un plus grand degré d'abordabilité. Donc, on regarde des propriétés qui peuvent être disponibles au niveau municipal en premier, peut-être des dons de terrain, ou sinon on peut travailler avec des particuliers qui détiennent des terres ou des terrains et voir s'il peut y avoir une vente à un prix en dessous de la valeur marchande. Puis, il y a tout un travail de mobilisation qui doit être fait au début, donc d'aller chercher, comme je disais, la gouvernance, elle est locale, elle est démocratique, donc on veut engager un paquet d'alliés, on les appelle les alliés là, sur ces
différents territoires-là pour qu'il y ait comme un élan de départ, une énergie de départ pour mettre sur pied cette fiducie-là et être en mesure de démarrer les acquisitions puis les développements. Je pense que j'ai fait 15 à 20 minutes. Vous avez évidemment plein de questions, ça, j'en doute pas. Mais donc, je voulais juste terminer en disant que le territoire solidaire, là, c'est comme un paquet c'est une grande famille. Là. Il y a beaucoup différents experts avec qui on travaille. On est une petite équipe pour l'instant, donc on est avec des architectes, des ingénieurs, des avocats, pour vraiment créer différentes innovations, adapter le modèle américain au contexte québécois. Ça nous a pris comme un bon 3 ans de recherche et développement. On a fait les choses comme il se doit, là, en prenant le temps de le faire. Puis évidemment, pour faire tout ce travail-là, on devait aller chercher du soutien, donc des subventions, des dons. Donc, il y a un paquet d'acteurs, notamment la SCHL au fédéral, des jardins, etc., qui nous soutiennent dans ces travaux-là. Puis, ultimement, quand on va commencer à faire des acquisitions et des développements au sein des différentes fiducies, il y a des revenus autonomes qui vont ressortir de ça, donc qui vont nous permettre d'atteindre une viabilité financière puis de vraiment soutenir à fond la démarchandisation de différents types d'actifs à travers le Québec, incluant des actifs, en fait, des terres agricoles, pour soutenir la relève et d'autres acteurs. Donc, je m'arrête là, puis je vais vous laisser me poser des questions s'il y en a. Hey, merci beaucoup, Samuel. Il y en a déjà 2 dans le chat. Donc, je commence avec celle de Sarah Mayotte qui dit « J'ai des inquiétudes par rapport à l'engagement à long terme du conseil fiduciaire. Est-ce que ces gens sont payés pour leur contribution? Comment peut-on s'assurer d'un conseil à long terme? » Oui, c'est une super question. Bonne question. C'est souvent ce qui peut inquiéter les gens quand on parle du modèle. C'est une gouvernance qui n'est pas facile à mettre sur pied et à entretenir. Par contre, quand on voit aux États-Unis, en Europe, depuis des décennies, il y a vraiment une solidarité là, qui se crée. Il y a tout un travail de mobilisation au début pour faire connaître, mobilisation et de communication pour faire connaître le modèle, que les gens vraiment se l'approprient puis décident de s'engager. Pour maintenir l'engagement, les membres ni les fiduciaires sont rémunérés, c'est comme dans un OBNL. Donc, évidemment que ce n'est pas tout le monde qui peut donner du temps, de l'énergie pendant des longues périodes de temps. Donc, il y a du roulement sur le conseil fiduciaire, là, donc des mandats de 2 ans. Les gens peuvent se présenter plusieurs fois. Mais donc, ce qu'on cherche à nourrir, c'est que les gens se relaient avec différents types d'expertise qui sont complémentaires. Pour qu'on ait une diversité de gens qui s'impliquent sur le conseil fiduciaire, il y a, historiquement, dans le mouvement des fiducies foncières communautaires, il y a un travail qui doit être fait à la hauteur des capacités des fiducies là, pour vraiment amener les gens à bien connaître le modèle. Il y a des ateliers pour apprendre sur l'immobilier. Donc, aller chercher des aptitudes, des connaissances qui permettent de vraiment s'impliquer. Puis des fois, même certaines fiducies vont rémunérer les gens pour le temps qu'ils prennent pour aller se former. Donc, des gens qui peut-être ont peu de connaissances à ce niveau-là vont tranquillement se former, puis on le souhaite développer le désir, la capacité de s'impliquer sur les conseils fiduciaires ou en tant que membre, c'est un engagement qui est moindre. Les membres peuvent être impliqués dans différents comités qui vont être créés par le conseil fiduciaire. Donc, c'est tout un pari, effectivement, de mobiliser les gens puis de maintenir ce niveau d'engagement-là. Nous, on fait le pari que les gens vont vraiment se regrouper autour de ces fiducies-là parce que ça redonne un certain pouvoir, un pouvoir d'action sur ce qui se passe dans leur milieu de vie, sur un quartier, sur un plus grand territoire. Je ne sais pas, mais de mon côté, moi, mon expérience en tant que citoyen, c'est que souvent, on se sent complètement démuni, on regarde plein de choses se passer sur nos territoires, on regarde nos artères commerciales se dévitaliser, où il y a juste des bannières, des grosses chaînes qui peuvent se payer les loyers. On perd nos commerçants de proximité, les petits commerçants. Ça, ce n'est pas soutenable. Fait que je crois que, puis c'est ce qu'on observe dans Bromissiquois, les gens ont vraiment un grand désir de s'impliquer pour donc avoir une influence sur ce qui se passe dans leur milieu de vie, autant au niveau commercial, résidentiel, agricole, etc. Puis dans Bromissiquois, il y a une forte communauté de producteurs, d'agriculteurs.
Donc, il y a comme un élan en ce moment des gens, consommateurs, citoyens, qui veulent soutenir leurs agriculteurs. C'est pas, il y a un long chemin, là, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer, notamment à cause de la fiducie foncière communautaire. Donc, c'est un bout de réponse, là. Je ne sais pas si j'ai clarifié un petit peu la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Super. Puis ta fin de réponse vient faire un pont avec la prochaine question de Marjolaine. Comment peut-on appliquer la vision des FFC au milieu agricole? Oui, ça, je ne l'ai pas abordé, mais c'est ça. Vous avez sûrement tous et toutes entendu parler des fiducités sociales agricoles. Donc, c'est comme, je parlais de la fiducie comme un véhicule juridique. C'est assez unique au Québec qu'on ait la FUS parce que c'est comme notamment, normalement, on entend parler des fiducies, c'est des fiducies familiales, des fiducies privées, puis des fois, on entend des histoires d'un peu d'évasion fiscale, donc il n'y a pas une très bonne réputation, des fois, la fiducie. Mais là, dans ce cas-ci, depuis 1994, on a un nouveau type de fiducie, comme là, on a dit, qui a une mission sociale, qui a une obligation d'avoir des impacts sociétaux. Donc, ça, il faut s'en servir. Puis quand d'une certaine manière, quand on fusionne l'inspiration de la fiducie foncière communautaire aux États-Unis avec ce que nous permet le véhicule de la fiducie sociale, on a vraiment quelque chose de très puissant, puis selon moi, qu'il faut vraiment expérimenter, il faut tester, il faut prototyper. Quand on parle de FUSA, de FUS agricole, la plupart du temps, vous voyez, quand, par exemple, Protecteur, qui est l'OBNL qui offre de l'accompagnement pour créer des FUSA, c'est vraiment avec une mission agricole, écologique, agriculture de proximité, la communauté, les consommateurs qui soutiennent la ferme ou les agriculteurs. Comment on peut faire un lien entre les fiducies foncières communautaires et les FUSA? C'est qu'en fait, nous, comment on va structurer nos fiducies, c'est je l'ai dit plusieurs fois, mais on va pouvoir y intégrer aussi des propriétés agricoles. Pas avec n'importe quelle mission, mais avec une mission de protéger cet usage-là. On ne va jamais permettre de dézonage pour que ça soit du résidentiel. On va obliger des cultures le plus écologiques possible. Est-ce que c'est certifié ou pas? Peu importe, mais il faut que ça soit écologique, que ça soit en respect d'une idée de régénération. Donc, la fiducie foncière communautaire, on peut jongler avec plusieurs projets. Je me répète, mais à l'échelle d'un milieu de vie, autant créer un meilleur accès à du logement adéquat et abordable, meilleur accès à des commerçants de proximité, des commerces de proximité, donc favoriser l'économie locale, mais aussi favoriser, soutenir les agriculteurs qui en ont bien besoin, puis une agriculture qui est vraiment de proximité, puis qui n'est pas, on ne parle pas d'agriculture industrielle. Donc, on veut soutenir, selon nous, cette transition qui doit avoir lieu aussi dans le milieu agricole. Donc, la fiducie foncière communautaire, on pourrait dire qu'elle a un sous-volet FUSA, comme l'entend, par exemple, Protecteur, mais va jongler avec différents types d'espaces. Donc, on n'est pas en compétition avec les FUSA. Au contraire, on veut soutenir ce mouvement-là. On est partenaire, on discute souvent avec Protecteur, qui accompagne la création de FUSA. Donc, on essaie de voir comment on peut créer des ponts entre le modèle des FFC puis le travail que fait Protecteur ou plein d'agriculteurs ou de citoyens à travers le Québec avec les FUSA. On entend souvent, il y a des gens qui nous approchent, « Ah, j'ai fait de la recherche, j'ai considéré créer une FUSA, mais c'est quand même lourd. C'est récolter des sous pour sortir la terre du marché, c'est aller chercher un paquet d'expertise. C'est très technique comme travail. Donc, comment on peut faire pour accélérer ce mouvement-là de démarchandisation des terres agricoles? Bien, je pense que c'est justement, entre autres, avec cette approche de carrefour d'expertise qu'offre notre organisme à but non lucratif. Donc, on va développer aussi des outils qui sont spécifiques pour les usages agricoles. Puis peut-être qu'en collaboration avec Protecteur, on va justement pouvoir permettre à certaines personnes qui n'ont pas les moyens financiers, nous, de temps ou d'expertise, de mener ça à bout de bras, de créer une FUSA seule dans leur milieu.
peut-être que la FUSA va d'une certaine manière, être intégrée dans une fiducie foncière communautaire qui est plus à l'échelle d'un territoire au complet. Donc, on a l'ambition, on verra si ça se réalise, de contribuer aussi à accélérer la démarchandisation des terres agricoles, mais avec un usage assez spécifique. Encore une fois, je le répète, là, on n'est pas dans l'agriculture industrielle. Marjolaine, tu voulais-tu rebondir? Ben, je pense que je comprends. Quand on parle d'une FFC, est-ce que c'est comme moi je l'imaginais comme un quartier, mais en fait ça pourrait être différents îlots d'habitation, c'est ça? C'est pas obligé d'être tout relié ensemble. Ou la vision de la FFC. La FFC classique, on parle vraiment de couvrir un territoire assez grand. Mais d'un point de vue juridique, ou en tout cas, quelqu'un pourrait créer une FFC juste pour un bâtiment, juste pour un pâté de maison dans une ville, mais dans notre cas, on couvre toute une région au complet, par exemple Brome-Missisquoi, puis on peut développer, acquérir plein de propriétés un peu partout sur le territoire. On commence à Sutton, mais on est en discussion avec Cowansville aussi, avec différentes villes sur tout le territoire. Donc, ça n'a pas besoin d'être des bâtiments qui sont collés dans le même village. C'est une démarche vraiment qui est à l'échelle de tout un territoire. Puis, ce qui se passe souvent dans les débuts, c'est qu'il y a quelques municipalités qui embarquent là-dedans, qui ont vraiment comme un élan. On commence avec ces premières municipalités-là. Puis le pari, c'est qu'en démontrant les impacts que ça a sur les milieux de vie, tous les logements qui sont générés, les terres démarchandisées, que les autres municipalités de ce territoire-là vont embarquer tranquillement. Donc, ça crée un effet boule de neige. Nous, c'est notre approche territoriale, mais ça peut être aussi fait à des échelles plus restreintes ou à l'échelle mettons, un quartier ou même un bâtiment. Donc, il y a des bâtiments qui sont achetés, il y a des maisons unifamiliales, ça peut être des duplex, ça peut être plein de choses. Puis à la fois, il y a aussi des terrains, on peut discuter avec les municipalités pour créer des projets immobiliers, parce que c'est quand même, de ce que je comprends, les FFC, c'est du développement immobilier, ou en fait, c'est comment réfléchir au développement immobilier pour la communauté. Fait que c'est comme plusieurs stratégies, tu sais? Oui, bien, en fait, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais merci d'amener ce point-là. Ce n'est pas exclusivement développement dans le sens de construire du neuf. En fait, dans un contexte de crise climatique, il faut prioriser d'acheter ce qui existe déjà, le bâti, quand on parle d'immobilier résidentiel commercial. Donc, en fait, au Canada, là, à chaque fois qu'il y a une statistique qui dit qu'à chaque fois pour chaque maison qu'on construit, chaque logement qu'on construit, il y en a 6 à 7 qu'on perd dans le marché spéculatif. C'est-à-dire que ce sont des logements qui étaient possiblement abordables, mais qu'un acteur privé qui est plus en mode spéculation va racheter, puis faire monter la valeur, revendre ou louer plus cher. Donc, pour chaque construction neuve, c'est comme un seau avec un trou dans le fond. On a beau construire sans arrêt, on perd constamment des logements abordables aux mains d'acteurs qui sont plus spéculatifs. Donc, il y a de plus en plus de fonds à travers le Canada qui permettent d'acquérir des logements existants. Il faut prioriser ça. Puis ensuite, quand ce n'est pas possible, ben, on achète un terrain puis on peut construire des logements neufs. Dans le cas de l'agriculture, c'est une autre dynamique, là, mais en tout cas, je voulais faire cette distinction-là. On peut autant faire de l'acquisition de bâti que du développement de la construction neuve. On pourrait très bien faire un parallèle. On pourrait très bien faire un parallèle avec le foncier agricole. C'est sûr qu'on ne construit pas des terres agricoles, on s'entend, là, mais l'urgence, en fait, d'avoir accès à des parcelles agricoles qui sont dédiées à une agriculture de proximité, si on veut, à la vie des quartiers. On voit la même urgence, en fait, de travailler à réserver des parcelles pour une agriculture de proximité dans un contexte fortement spéculatif, là. Oui, ben, j'ai en tête un exemple là, dans le coin. Il y a un investisseur. En fait, c'est un homme qui gère un gros fonds. C'est plein de gens du Canada puis de l'étranger c'est ça, c'est de la spéculation sur les terres agricoles. Et des terres qui ont des maisons, là. Les terres sont pour l'instant pas exploitées. Les maisons sont vides, alors que je sais très bien qu'une maison sur des terres agricoles, c'est assez rare. Puis des maisons
qui sont vivables. Donc là, c'est un exemple très concret de pure spéculation, notamment, on s'en fout de la maison si on est en crise du logement, elle n'est pas habitée, on s'en fout. Puis on est assis sur une terre agricole hyper riche, puis on ne l'exploite pas. Mais éventuellement, on va mettre de la monoculture, puis on s'en fout de la biodiversité. Donc là, on est à plusieurs niveaux dans la spéculation qui est malsaine, puis qui ne considère pas les droits élémentaires. On avait une autre question dans le chat de Michel Lesage. Les utilisateurs sont-ils majoritaires sur le conseil fiduciaire? Non, il n'y a pas de majorité, puisque je suis passé rapidement sur la slide de la gouvernance. Là, il y a différentes catégories, là, mais sur le conseil fiduciaire, donc il y a une catégorie utilisateur. Il y a trois fiduciaires utilisateurs. Donc, c'est les utilisateurs, c'est ceux qui louent ou qui achètent un espace offert par la fiducie. Il y a, dans l'autre catégorie qui est appelée acteurs publics, donc des fonctionnaires, des élus, il y a 3 membres. Il y a la troisième catégorie qui est la communauté en général. Donc, ce sont des citoyens, des entreprises à but lucratif ou non lucratif, 3 membres aussi. Puis, il y a un membre dans la catégorie régénération, donc la personne qui nous projette cette génération dans le futur, que cette expertise soit en régénération des milieux naturels, des écosystèmes naturels ou des milieux de vie. Donc, l'idée de cette gouvernance multipartite, c'est vraiment de créer un équilibre, une espèce de... Il peut y avoir des pressions qui viennent d'un côté, mais qui sont balancées de l'autre. Il y a une particularité aussi à noter, c'est que les membres qui sont des utilisateurs sont les seuls à pouvoir élire les fiduciaires utilisateurs. Donc, c'est un collège électoral là, en termes de gouvernance. Donc, c'est vraiment entre eux qui peuvent s'élire, ce qui est souhaitable, puis à la lumière de ce qu'on voit aux États-Unis. Toutes les autres catégories de fiduciaires, ce sont n'importe quel membre là, qui peuvent les élire. Mais il y a vraiment une espèce de discussion, des fois de négociation aussi, là, qui va s'opérer entre les différentes catégories de fiduciaires, qui ne vont pas toujours avoir les mêmes priorités. En bout de ligne, il ne faut pas penser à ces priorités du point de vue d'une entreprise ou d'un acteur public, mais le rôle des fiduciaires, c'est de penser à la réalisation de la mission. Mais il y a quand même un jeu qui s'opère entre ces différentes réalités-là selon les catégories de fiduciaires. Donc, pas de majorité pour les utilisateurs, mais quand même un bon pouvoir sur le conseil. Merci, Olivier. Puis ensuite, Jean-François. Donc, si je comprends bien, la FFC, c'est vraiment une vision que se dote un territoire. Le véhicule juridique préconisé, c'est la FUS. Ensuite de ça, Territoire solidaire agit comme facilitateur dans la mise en place de cette vision-là et de ce véhicule juridique-là, puis dans la réalisation puis de l'administration en fait, des projets au fil du temps. Exact. Ensuite de ça, quand vous parliez des possibilités, par exemple, qu'il pourrait y avoir de travailler avec, par exemple, un propriétaire privé, ou est-ce que quelle est la possibilité, par exemple, qu'il pourrait y avoir pour des gens de construire une maison qui serait soumis à justement cette vision-là d'abordabilité sur le temps long? Parce que j'imagine que le recours à des programmes de financement pour du logement social, c'est une des stratégies. Il y en a peut-être d'autres, mais est-ce qu'il y a des stratégies ou est-ce qu'il peut y avoir le recours à du financement privé, mais à l'intérieur d'un cadre qui garantisse l'abordabilité à long terme? Oui. Merci pour la question. Ça me permet de parler justement d'abordabilité à jour 1 versus moyen et long terme. Devant la gravité de la crise, oui, il faut le plus possible réussir à créer du logement qui est abordable dès le jour 1 de l'occupation. Dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile, même s'il y a du financement public, des fois à la hauteur de 60% de subventions. C'est très dur d'attacher tout le financement pour que un projet immobilier, là, un bâtiment, d'un point de vue aux yeux des financiers, que ça se tienne et que ça ne soit pas trop risqué. C'est très cher construire en ce moment, c'est trop cher. Les programmes publics sont très souvent difficilement imbricables. Donc, c'est tout un cauchemar là, d'attacher ces montages financiers-là. Donc, on le fait le plus possible pour du logement abordable au jour 1, mais il faut aussi travailler sur des horizons plus moyen et long terme, donc du 15-20 ans. Quand on agit donc sur des plus longs termes, l'idée, c'est
d'aller chercher, on en parlait un peu plus tôt, là, mais si on se fait approcher, par exemple, des familles qui disent « Moi, j'ai une maison unifamiliale », il y a certaines régions où l'offre d'habitation, c'est 60-70% d'unifamilial. Peut-être, des fois, on peut diaboliser l'unifamilial, c'est pas écologique, etc., mais c'est le tissu de beaucoup de territoires. Comment on fait pour aussi démarchandiser une bonne partie de ce type de logement-là? Donc, il y a des gens qui nous approchent. On a été touchés par le documentaire ou ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez... Moi, je serais prête à transférer ma maison unifamiliale dans votre fiducie. J'y vis tant et si longtemps que je veux, mais quand je veux quitter, revendre, la maison est déjà démarchandisée. La maison va être revendue, on le souhaite, à un prix le plus abordable possible. Ça dépend quelle valeur le vendeur est prêt à laisser aller. On pourrait acheter la maison à la pleine valeur marchande. Mais donc, à partir que le nouveau résident est dans la maison, on plafonne l'appréciation de la maison. Il y a des fiduciaires à travers le monde qui vont dire, mettons, il va y avoir une prise de valeur de 2 à 3 % par année fixe, versus des fois 10, 15, 20 % par année d'augmentation sur le marché spéculatif. Donc, année après année, l'abordabilité va croître. Puis là, on va se retrouver avec des maisons qui peuvent être 30, 50 % moins chères. Dans le documentaire de Dernier Flip, il y a un bâtiment dans le centre-ville de Burlington qui a été construit, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années. Les logements détenus par la fiducie de Burlington sont déjà à moitié moins chers que les autres logements qui sont sur le marché spéculatif dans le même bâtiment. Donc, on voit qu'il y a comme une belle abordabilité qui peut être générée avec le temps. Il faut être patient, mais en immobilier, 15-20 ans, ce n'est pas tant que ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se loger maintenant. C'est pour ça qu'on essaie aussi de créer du logement abordable au jour 1. Mais il faut vraiment donc diversifier le type d'habitations qui sont transférées dans la fiducie. Il faut effectivement aller voir une panoplie d'acteurs financiers, une diversité d'acteurs qui vont s'impliquer financièrement dans le financement de ces projets-là. Donc, oui, il y a des acteurs privés qui sont intéressés à venir couvrir, par exemple, pour un logement en accès à la propriété, il y a un paquet de prêteurs qui vont dire, OK, nous, on met 20 % l'équivalent de la mise de fonds de la maison. Comme ça, une famille qui n'aurait jamais accédé à l'immobilier, à l'accès à la propriété, peut le faire parce qu'il y a 20 % qu'ils ne payent pas. C'est un peu ça qui est présenté dans le documentaire. Il y a aussi un autre véhicule financier qui existe au Québec, qui est surtout utilisé dans le reste du Canada, aux États-Unis, mais qui est de plus en plus utilisé, qui s'appelle l'obligation communautaire. Je pourrais envoyer un lien après la présentation, mais c'est grosso modo, c'est comme des obligations gouvernementales, mais en fait, c'est des OBNL qui émettent ces obligations-là. Et ces obligations peuvent être achetées par n'importe qui sur un territoire donné, donc des particuliers, des commerçants qui peuvent mettre un 500 $, un 50 000 $, puis c'est des prêts habituellement de 5 ans à des taux d'intérêt de 0 à 7 %. Ça peut varier selon les catégories d'investisseurs. Ce que ça permet, c'est d'aller chercher de l'argent qui dort, ou en fait, on ne soupçonne même pas que cet argent est disponible sur nos territoires, mais ça peut permettre, dans la région, il y a une ferme agricole que peut-être vous connaissez qui s'appelle les Cocagnes. C'est un OBNL qui détient la terre. Il y a plusieurs exploitants qui se partagent des lots. La terre, elle a été achetée avec des obligations communautaires. Le BNL a émis les obligations, puis en temps de quelques mois, a récolté le $1 million qui permettait d'acheter la terre. Donc, ça, c'est en quelques mois, l'argent amène la communauté. Moi, de mon côté, je n'avais pas vu ça avant, puis je trouve que c'est quand même une belle piste à explorer parce qu'il y a quand même beaucoup de familles fortunées au Québec qui ne vont pas flasher en montrant leur argent, là, mais qui sont prêtes à soutenir des projets locaux de l'économie locale. Mais aussi des petits épargnants qui, au lieu d'acheter des obligations gouvernementales, vont peut-être préférer le projet local, agricole ou autre. Donc, ça, nous, à Territoire solidaire, on travaille sur un projet d'organiser une campagne annuelle et récurrente d'obligations communautaires de plusieurs millions qui vont nous permettre de réinvestir ces sous-là dans différents projets d'acquisition de développement immobilier, notamment des acquisitions de terres agricoles. Très intéressant. Il est 13h01, fait que s'il y en a qui ont des obligations, en parlant d'obligations, on ne vous tiendra pas rigueur là, si vous quittez, mais on prend peut-être une dernière question, Louis-Philippe. Ouais, tu es allé un
peu vite sur une partie là, au départ là, qui disait que la fiducie d'utilité communautaire devenait la solution parce que c'était difficile de plafonner les prix du marché privé donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment impossible de vendre une maison en disant au prochain qu'il n'aura pas le droit de la vendre avant tel prix? Y a-t-il d'autres moyens que vous avez trouvés? Oui. Ben, oui, on va dans le plus technique, mais dit rapidement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ça un démembrement de propriété. Dans un droit de propriété, tu as comme 3 composantes. Puis il y a des composantes qui concernent qui peut revendre et à combien. Donc, ce qu'on vient faire, c'est on prend le morceau qui s'appelle abusus, c'est des mots latins. C'est la fiducie qui détient cette composante-là du droit de propriété, puis qui vend, quand on parle d'accès à la propriété, les 2 autres composantes, c'est l'usufruit, l'usus et fructus, à ces résidents-là. Puis, quand le résident veut revendre, il ne peut pas revendre à qui il veut, à quel prix, parce qu'il ne détient pas les 3 composantes du droit de propriété. Puis nous, quand on vend un droit d'usufruit à un résident, on va inclure dans l'entente des mesures antispéculatives. Donc, on va lui dire, ta maison, nous, on va couvrir, mettons, 20% ta mise de fonds. En échange, il faut que tu acceptes que ta maison ne va pas suivre le marché spéculatif, mais elle va juste gagner en valeur de 2-3% par année. Puis, donc, tu sais exactement si, mettons, dans 5 ans, tu vas vendre ta maison, elle va avoir quelle valeur. Tu vas récupérer tes billes en termes de rénovation puis d'amélioration de ta maison, en autant que ce soit des rénovations qui sont pas mettre un comptoir en diamant. Là. Et autre chose qui va être imposée, c'est aussi un partage de la plus-value, donc du profit. La fiducie va prendre une part de ces profits-là pour passer au suivant, puis pour aussi réinvestir, faire des acquisitions. Donc, il y a comme un cercle vertueux qui s'installe. Puis, ce qu'on observe aux États-Unis, c'est que les gens qui accèdent à la propriété grâce à une fiducie, ils n'auraient jamais accédé à la propriété autrement. Puis, c'est un tremplin vers le marché traditionnel. Donc, ils ont accumulé ils ont fait assez d'économies et ils font une partie, ils vont récupérer une partie de la plus-value à la sortie, à la revente. Donc, avec ce capital-là, ils sont capables d'accéder au marché traditionnel, soit en couvrant un 5 ou s'ils ont assez économisé 20% de mise de fonds. Donc, c'est un tremplin vers le marché traditionnel où les gens revendent parce qu'ils doivent changer de région. Là. Puis, ultimement, c'est pour ça qu'on veut avoir des fiducies un peu partout. Donc, les gens pourraient se promener d'un territoire à l'autre en ayant accès à des maisons qui sont plus abordables. Puis, en faisant ce démembre-là, comme j'expliquais, de propriété, des composantes du droit de propriété, on s'assure que l'abordabilité est protégée à perpétuité. Il n'y a pas de question en ce moment, le gouvernement québécois, quand il finance des logements sociaux, il y a une obligation de respecter l'abordabilité pour minimum 15 ans. Mais quelqu'un pourrait construire, avoir des subventions publiques, puis augmenter les loyers après 15 ans, les doubler. Moi, je trouve ça inconcevable. Je ne comprends pas pourquoi on investit les deniers publics de cette manière-là. De la même manière qu'il y a eu beaucoup de programmes au fédéral de soutien aux premiers acheteurs, dans le secteur, on parle soit d'investir dans la brique ou dans les acheteurs. Là, la technique du fédéral, puis dans bien des pays, c'est d'investir dans l'acheteur. Mais l'acheteur, quand il reçoit son soutien, quand il achète sa première maison, quand il revend, il part avec les profits au complet. Là. Donc, le soutien public ne bénéficie pas à la collectivité. Si tu attaches le financement dans la brique, on pourrait dire, c'est-à-dire que la personne ne part pas avec tout le soutien public, cet argent-là est toujours recyclé puis réinvesti dans le même bâtiment, mais dans d'autres bâtiments. Donc, c'est une des manières pour les fiducies. Au Québec, les FUS, on peut faire ce démembrement-là. Ailleurs, dans le monde, très souvent, ils passent par des baux à long terme qui sont un petit peu plus délicats juridiquement parlant, légalement parlant. Puis des fois, au terme du bail long terme, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, c'est plus dur à faire respecter cette protection-là de l'abordabilité. Mais au Québec, on est chanceux d'avoir la FUS. C'est pas possible. En fait, on peut faire des démembrements dans d'autres structures que la FUS, mais la FUS devient un cadenas additionnel pour ça. Est-ce que c'est clair ou je vous ai perdu? Non, c'est génial. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Juste une
petite question. Le calcul que vous faites, là, disons, 2 et 3%, 2 à 3% de la valeur, plus les rénaux, moins un partage des bénéfices avec. Est-ce que c'est possible de l'avoir, le calcul officiel que vous faites, que vous mettez dans les contrats? Est-ce que c'est possible d'y avoir accès ou c'est quelque chose que vous est privé? Non, c'est pas privé. En fait, une chose que je n'ai pas dite pendant la présentation, c'est que nous, notre approche pour le développement de tous nos outils, c'est qu'on est en livre ouvert, open source. On veut juste, pour accélérer, nous, notre mission, c'est qu'il y ait plus d'accessibilité. On s'en fout. Il y a tellement de gens qui gaspillent de l'argent en frais d'experts, 400-500 pièces de l'heure. C'est pas la façon de faire dans le milieu, là, malheureusement. Mais donc, une fois que nos outils sont prêts, on les rend disponibles. Notre hack de fiducie, c'est tout un exercice d'innovation. Là. On a comme un peu réinventé la FUS. Il n'y a pas d'autres FUS au Québec qui ont des forums de membres. C'est juste des conseils fiduciaires, puis les gens peuvent rester à vie là-dessus. On a rajouté de la démocratie. Pour ce qui est de on appelle ça la formule de revente, là, comment l'appréciation se passe. On est en train justement de travailler là-dessus avec des experts aux États-Unis notamment, qui l'ont fait là, pendant des décennies. Donc, ils ont pu voir c'est quoi les bonnes formules. Est-ce que c'est un taux fixe annuel ou est-ce que c'est un pourcentage en dessous du marché? Donc, on va créer cette formule de revente dans les prochaines semaines, prochains mois. Une fois que c'est prêt, on va la rendre disponible. Merci grandement de rendre ça disponible. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir de vivre ces moments-là. On fait ce boulot-là pour ça. Super, mais je pense que ça met fin à la présentation qui semble avoir été bien appréciée. Merci Samuel pour ton temps, c'était fort intéressant. Puis je pense que c'est ça. Le but, c'est de faire marcher la boîte à idées. Fait que je pense qu'on a du contenu clairement pour faire ça dans les prochains temps. Donc, c'est ça. Je m'adresse là, aux participants. Là. Vous avez des partenaires dans vos territoires qui n'étaient pas là aujourd'hui. N'hésitez pas à leur transférer là, l'enregistrement de la réunion. Là, ça va être disponible par la suite là, en mode ça s'écoute bien en balado, bref. Fait que dans le fond, on va avoir sûrement d'autres webinaires là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on va vous tenir au courant pour la suite. Pour ceux qui ne sont pas dans nos 3 territoires, vous allez avoir l'information via LinkedIn, Facebook. Donc, restez à l'affût de tout ça. Puis, si vous avez aussi des demandes spéciales là, sur des initiatives que vous aimeriez entendre parler, bien, vous pouvez aussi nous les soumettre. Là, puis nous, on pourra faire les démarches pour voir si on peut organiser justement un webinaire de ce style-là. Puis oui, Samuel, le mot de la fin? Oui, je me permets de dire quelque chose, c'est que avec le documentaire, on fait des tournées un peu partout. On revient en fait du Bas-Saint-Laurent. Là, on a fait Rimouski, Rivière-du-Loup, la Pocatière, puis d'autres régions prochainement. Puis la bonne nouvelle, c'est que notre documentaire, puis quand on fait les questions-réponses, ça donne beaucoup d'espoir, puis c'est un de nos objectifs, puis les gens veulent entrer en mouvement. Il y en a qui le sont déjà, mais vous l'avez entendu, c'est assez complexe, puis il faut s'approprier, apprivoiser tous ces éléments-là. Mais ce que je dirais, si vous voulez comme que ça bouge dans votre coin, si ça ne bouge pas assez, une des voies pour ça, c'est vraiment d'aller parler à vos élus, là, que ce soit des conseillers, des maires, mairesses. Demandez-leur de regarder le documentaire. Moi, je pense que c'est une bonne première couche. Ça ouvre certaines portes, là, puis en tout cas, crée un minimum de curiosité. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Puis après ça, s'ils veulent de l'information sur les fiducies foncières communautaires, là, je parle pour ma paroisse, mais donc, allez consulter le site de Territoire solidaire, territoiresolidaire au pluriel.ca. Il y a des mouvements là, qui s'organisent dans différentes régions. Donc, je le dis dans la présentation, mais il y a des fiducies qui vont naître à différents endroits dans le Québec dans les prochaines années. Puis on est soutenu par quand même des institutions là, qui y croient. Là. Fait que si vous sentez qu'il y a comme une flamme là, dans vos régions, vous pouvez venir nous voir, puis on va voir si le timing est bon là, pour travailler sur une fiducie dans votre coin. Excellent. Ben, merci beaucoup, Samuel. Puis on Merci se beaucoup. dit à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Merci Véronique. Super belle